On voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De Vialet. Une demi-heure après, elle m'a dit « Quentin, il faut absolument que vous veniez ». Et 5 semaines après, on était dans les magasins. Et ça n'arrive jamais, quoi. Et ça, tu peux faire ça à partir du moment où il se passe quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle la rationalité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que nos émotions? Mais c'est chimiquement plus réel qu'un tableau de chiffres. Je veux dire, c'est une réalité physiologique, biologique, bien plus grande que n'importe quoi d'autre. Donc dire la réalité, c'est le tableau de chiffres et ton émotion, c'est rien, bah c'est une absurdité, quoi. Ça m'inspire, je disais tout à l'heure que c'était un rêve de gosse que vous aviez de monter une boîte comme ça. Cette idée aussi d'aller conquérir un peu le monde par ce que vous avez créé, moi ça me donne la niaque juste de lire ça en tout cas. Comment vous avez créé ça? En fait, j'ai toujours été entrepreneur. En fait, j'ai commencé, c'était le moment où arrivait le Macintosh. Moi, j'ai vu le produit dans un magasin, un revendeur Apple à l'époque. J'ai essayé le produit, j'ai couru à la banque. Mais c'est marrant, mais je me souviens très très bien. J'ai fait un emprunt étudiant, 15 jours après, j'avais mon argent et j'ai acheté un Mac et je ne savais pas trop à quoi ça servait, en fait, honnêtement. Mais en fait, je me suis dit, c'est... Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser, à faire des choses dessus, et puis à en acheter pour d'autres, acheter, revendre, informatiser des petites boîtes, etc. Tes compétences à l'époque, c'est quoi en fait? Rien. Non mais rien. Je pense que ma compétence majeure, c'était que j'avais le sentiment d'être un étudiant. En fait, j'ai détesté l'école et j'avais le sentiment d'être un étudiant très feignant. Alors que je n'arrêtais pas. Quand je regarde ce que je fais maintenant, ce que je faisais à l'époque, c'est fou. Et donc j'ai développé ce logiciel. On a fait ce bouquin de finance. J'ai donné des conférences. À quel âge? T'as quel âge? Je sais pas. J'ai 22 ans, 23 ans. Donc après, j'ai continué. Je me suis associé avec quelqu'un. On a monté une boîte de stratégie de communication. C'était au moment de la privatisation de Saint-Gobain, de la Générale d'Électricité, de toutes ces boîtes-là. Et j'ai commencé à conseiller ces boîtes-là. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'est d'être un jeune consultant. En fait, j'ai découvert que c'est ça qui me plaisait, parce qu'à partir du moment où mes clients ont commencé à être plus vieux que moi, j'ai détesté ce métier. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et donc, j'ai cherché un projet. Il y avait 2 domaines qui m'intéressaient. C'était l'agroalimentaire, voilà, l'alimentation, et l'autre sujet, c'est la tech. Et la tech, quand on était gosse, c'était l'audio en fait. À cette époque, il n'y avait pas encore... Pas la télé qui était développée à ce point-là. Voilà, et puis il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, voilà. Donc la tech, au fond, c'était l'audio. Et donc, avec un de mes cousins, on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et lui, il revenait, c'est un gars très têtu. Entre autres, hein, il a d'autres talents, et il revenait régulièrement avec des projets, en présentant des trucs et tout, et ça, en fait, ça m'excitait pas vraiment. Et un jour, il est venu avec un gars qui avait inventé une nouvelle technologie d'amplification. Voilà. Et moi, la première fois que j'ai entendu le premier proto, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais voilà, moi j'ai pleuré et je me suis dit, bon, putain, on va tout rafler, quoi. Donc c'était ma volonté de quitter le conseil. Tu as été vraiment touché par le truc. Et je me suis dit, au fond, les bonnes décisions qu'on prend dans la vie, c'est des décisions dans lesquelles il y a une dimension émotionnelle forte. En fait, tout ce qu'on nous raconte, tu vois, c'est... Il faut prendre des tableaux, en fait, il faut prendre des tableaux de chiffres, ou il faut prendre des tableaux à double entrée, et puis tu vas mettre les critères et tu vas choisir. Très mental, quoi. Voilà, et puis très analytique. Mais au fond, il y a énormément de choses dans une décision que tu es incapable de mettre dans un tableau. En fait, notre intelligence, notre capacité de perception, elle dépasse largement ça. Tu es ouvert à cette idée d'intuition? Oui, mais je pense que c'est notre capacité d'appréhension du monde, elle n'est jamais aussi forte qu'au moment où on est ému, en fait. Il y a un cas extrême, c'est la naissance de mes enfants. Donc c'est un moment d'émotion absolument incroyable. Et tu as l'impression d'être dans un état de perception, tu as l'impression d'être capable d'entendre tous les gens qui sont en train de parler dans la ville en même temps, de tout ce qui se passe, tellement tu es intense en fait, émotionnellement.
Et donc, je crois que dès lors que tu es dans un état émotionnel extrêmement vif, tu vois, sur la brèche, à ce moment-là, si tu sens que tu veux y aller, c'est certainement une bonne décision, en fait. Parce que dès lors que ça provoque chez toi cet état émotionnel, l'énergie que tu vas être capable de mettre dans le projet, elle est incommensurablement supérieure à celle qui est le résultat de je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, j'aurais plutôt penché là-dessus, mais en fait, je vois que dans le tableau, là, il y a 12 et là, il y a 10 en résultat, donc je vais aller là, il y a 12. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est le jour où tu décides je sais pas, de te marier ou de vivre avec quelqu'un ou d'avoir un gosse. C'est pas un calcul. Non, mais tu fais pas ça comme ça, quoi. Or, les vraies décisions importantes de la vie, c'est ce genre de décision. Donc, pourquoi le jour où tu te lances dans un projet ou que tu choisis les études que tu vas faire, etc., ou plein d'autres choses, hein, pourquoi tu le fais pas comme ça, quoi? Tu penses qu'il y a peut-être trop d'entrepreneurs là qui démarrent avec juste en tête de trouver la bonne opportunité plutôt que de trouver le truc qui les fait vibrer au fond, là, qui leur donne des larmes aux yeux en y pensant? Enfin, dis autrement, est-ce que tu penses tu penses qu'ils pourraient gagner certains entrepreneurs à aller chercher un produit, un service, un truc qui les prend au trip, quoi? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, l'avantage du métier d'entrepreneur, ou en tout cas du choix de vie d'entrepreneur, c'est qu'il y a plein de façons de le faire. Tu vois, c'est-à-dire il y a des gens qui vont... Tu peux avoir plein de talents différents, plein de capacités différentes, et trouver en entreprenant une façon de te développer, de te sentir bien et d'être toi-même, en fait. En fait, c'est plutôt, je dirais, la vraie question, c'est plutôt ça, c'est comment tu es vraiment toi? Comment tu fais un projet qui ressemble à ce que tu es vraiment? Alors, c'est vrai que quand on a 20 ans, c'est pas forcément évident. Et ouais, justement, ce que j'allais te demander, comment on trouve qui on est vraiment et comment on crée un projet ou on trouve un projet qui est vraiment d'accord avec nous? Je pense que tu le trouves au moment où tu te rends compte que tu es capable de faire des choses auxquelles tu croyais que tu n'étais pas capable d'affronter, tu vois. Tu peux nous raconter un truc que tu pensais, il y avait une partie de toi qui disait non, je peux pas faire ça, ou ça te paraissait dur, et tu l'as fait, un truc… Non, mais il n'y a pas un endroit où je me sens plus mal que dans un cocktail, par exemple. Mais ça, c'est encore le cas, hein. Pour moi, c'est le… Moi aussi. Hein. Bon, c'est vraiment l'horreur absolue, tu vois, d'être là, un verre à la main, et il faut aller vers les gens. Et alors, comment tu fais? Et en fait, j'ai appris à y trouver du plaisir, à rencontrer des gens nouveaux tous les jours. Tu vois, quand on me sollicite, quand des gens veulent me proposer des choses, quand les gens sont très insistants, qui me proposent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc., je me dis, bah, c'est bien, ils ont vraiment envie, bah, moi, finalement, ça me donne aussi envie, et j'y vais, en fait. Donc, et d'aller vers les gens. Mais, donc, dans un cocktail, par exemple, tu as une partie de toi qui dit non, j'ai pas envie d'y aller, et une autre partie de toi qui dit aller. Non, là, vraiment, le cocktail, c'est vraiment très dur. Non, je cherche, en fait… Je t'inviterai à un cocktail, la vraie. En fait, ce que je cherche dans un cocktail, c'est le mec comme moi. Qui a pas trop envie de parler, mais qui aime les gens. Avoir une relation comme ça à deux et discuter, ça va, quoi. À partir du moment où, tu vois, dans un cocktail, il faut faire ça, puis passer 3 minutes avec l'un, avec l'autre, etc. C'est dur. Pour moi, c'est assez compliqué, en fait. Du coup, ton conseil, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Moi, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu décris. J'ai beau m'entraîner comme je pouvais à être plus à l'aise en communication, parler 3 minutes avec chacun, c'est pas un exercice facile. Tu conseilles quoi, du coup, à quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ce que tu dis? C'est de se dire, tant pis, je parle pas à tout le monde, ou quand même de faire les 3 minutes, Moi, je dis qu'il faut trouver sa façon de rencontrer les gens. En fait, c'est pas forcément avec cocktail. Tu vois, c'est de dire, on va se voir et puis on va prendre un café. Il faut toujours se méfier du mec avec la personne avec laquelle tu déjeunes pour la première fois et qui peut être un emmerdeur. Donc il vaut mieux… Avec le café, c'est plus facile à finir. T'es pas obligé d'aller jusqu'au dessert, quoi. Donc plutôt un café, ou bureau ou peu importe. De dire très bien, on se voit et de rencontrer les gens, et c'est souvent passionnant de fait, quoi. Vous avez réussi à créer des partenariats avec des personnes comme Jay-Z. Comment on fait quand on se dit qu'on a un produit top et qu'on pourrait créer des partenariats avec des personnes qui ont une influence comme ça mondiale?
Bah, comme tu dis, d'abord, il faut être persuadé d'avoir un produit top et pour ça, c'est beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire, en fait, tu es capable de faire ça à partir du moment où tu as confiance dans ce que tu es en train de créer. Tu as le sentiment de créer quelque chose de très particulier. Donc moi, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'absolument exceptionnel. Ce qui s'est passé pour Jay-Z, c'était assez amusant. On est allé voir Tidal, qui est une plateforme de musique en ligne. Qu'il a créé Non, qu'il n'a pas créé. Ah bon? Non, qu'il a acheté en fait. D'accord. Et on est allé à Oslo. Et à Oslo, on leur a offert un fantôme pour qu'ils puissent travailler avec. Et puis, voilà. D'ailleurs, juste pour tout le monde, le fantôme, on va dire, c'est l'enceinte la plus grand public que vous avez créée. Voilà, exactement. Et donc, on a placé un produit comme ça chez Tidal. Quelques semaines plus tard, Roc Nation, Jay-Z a racheté Tidal. D'accord. Voilà, première partie. Deuxième partie, je suis à Los Angeles. Et je suis en train de dire que le fantôme, justement, cette enceinte, arrive sur le marché. Et donc, je rencontre, comme je l'ai fait à San Francisco dans la tech, je rencontre les patrons des maisons de disques à Los Angeles. Et grâce au fait que le produit, il est incroyablement démonstratif, on va voir le patron d'un fonds d'investissement que Loïc Lemer nous avait indiqué. Il vit à San Francisco, lui, c'est ça? Lui, il vit à San Francisco, il connaît beaucoup de gens, et on arrive, on fait la démo, et le mec, il nous donne tout son carnet d'adresses, tous les patrons des maisons de disques, on va les voir un par un. Et t'as peur d'aller voir ces personnes-là ou pas? C'est toujours en fait, c'est un stress, une excitation, tu dois être bon, tu dois être super concentré. Tu les prépares? Ouais, enfin, moi, je ne me fixe pas d'objectif autre que de séduire. Il faut que je sois en empathie et que ça, tu vois, que le moment soit magique. Et après, moi, jamais je n'ai demandé aux gens, voilà ce que je voudrais. C'est toujours eux qui me demandent qu'est-ce que tu veux. Et j'ai pas de, tu vois, je révise pas ou je suis présent, simplement en fait. dans l'instant, vivre le moment, quoi. Tu vois, et de vivre ça extrêmement intensément, tu vois. Et donc là, je vais voir Jay Brown, qui est le CEO de Roc Nation, et je lui présente le truc, super excité et tout. Et attention, moment magique, il reçoit un coup de fil de son assistante, il va sur son ordinateur, et il avait un mail de Jay-Z d'Oslo, où il était allé voir Tidal, qui lui disait, et avec une photo du fantôme, il faut absolument que tu rencontres ces gens-là. Et ces gens-là, c'était nous, et on était en face de lui. Ça t'a aidé, ça. Ouais. Et donc, alors qu'on avait du mal à le rencontrer, en passant par Roc Nation à New York, parce que y a la structure, l'essentiel des équipes est à New York, finalement, ça s'est passé comme ça. Et donc, il nous a ouvert les portes, donc on l'a rencontré après à New York. D'abord tout seul, après avec sa maman. Enfin, c'est des moments forts, ouais. Et c'est des moments, tu vois, il faut les vivre. Moi, ce que je recherche chez les gens, tu vois, les positions des gens, tu vois, la femme de ménage ou le patron d'un truc incroyable ou un grand artiste ou je sais pas quoi, au fond, leur humanité, elle est... C'est ça ce qui crée des liens. Et moi, c'est ça que je vais aller chercher. Donc, je suis pas impressionné. Enfin, tu vois un être humain en face de toi. Ouais, voilà. Et donc, et je vais chercher ce qu'il y a de bon chez eux, quoi. Et justement, comment tu t'y prends pour aller chercher ce qu'il y a de bon chez la personne? Ben, je pense qu'il faut être généreux. Je pense qu'il faut donner soi-même. Il faut aimer, quoi. Il faut aimer les gens qui sont en face de toi, qui t'accordent du temps. Il faut. Donc, tu te mets dans un état où tu te dis, voilà, c'est une belle personne, j'ai de la chance de la voir, j'aime cette personne. Et c'est ce moment-là, il faut que je lui offre un moment qui soit un beau moment. Tu vois. C'est-à-dire qu'au-delà du business, voilà. On a vécu un beau moment ensemble. Voilà. C'est génial. Et de fait, ça devient du business, quoi. Quand on est rentré chez Apple, donc le rendez-vous avec Angela Ahrendts, qui est la directrice des magasins. Ouais, elle est partie là maintenant, mais numéro 2 d'Apple, une femme payée 84 millions de dollars par an, ce qui donne un peu le poids du personnage. Et moi, j'y suis allé. Ton anglais, il est bon en fait? Il a fini par être bon. Enfin, je passais beaucoup de temps, beaucoup d'interviews en anglais, y compris à la télé, etc. J'ai une belle anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Tu la racontes juste après, ça m'intéresse. Ouais.
Et donc, moi, j'y suis allé avec l'idée de lui raconter juste pourquoi on avait une relation particulière avec Apple, c'est tout. Et j'ai raconté l'histoire du Macintosh, de ma course jusqu'à la banque, etc. Et je lui ai dit ce qui est vrai. On voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De Vialet. Une demi-heure après, elle m'a dit Quentin, il faut absolument que vous veniez. Et elle a passé 1 heure à me vendre Apple, quoi. Et 5 semaines après, on était dans les magasins. Et ça n'arrive jamais, quoi. Et ça, tu peux faire ça à partir du moment où il se passe quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle la rationalité, quoi. Tu vois, mais qui n'est pas plus rationnel. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus réel que nos émotions? Mais c'est chimiquement plus réel qu'un tableau de chiffres. Je veux dire, c'est une réalité physiologique, biologique, bien plus grande que n'importe quoi d'autre. Donc dire la réalité, c'est le tableau de chiffres, et ton émotion, c'est rien, bah c'est une absurdité, quoi. Je t'imagine même pas comment je suis heureux de. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est magnifique ce que tu es en train de dire, ça me touche d'ailleurs. C'est. Parce que je vois beaucoup de dualité. Je t'ai dit avant, hors caméra, que j'ai 2 audiences. J'ai l'audience pro-business et j'ai l'audience plutôt pro-bien-être. Et c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est de relier les deux. Parce que je vois plein d'entrepreneurs qui auraient un peu besoin, tu vois, de mettre cette dimension de cœur, d'amour, de relation. Et des personnes qui sont pro-bien-être, qui ont un peu plus besoin de structure et de se dépasser, de passer à l'action. Mais c'est génial parce qu'on a souvent tendance, en tout cas particulièrement aussi en France, à mettre dans la case business, il ne faut pas mettre le mot amour, et tu l'as employé plusieurs fois, le mot empathie, le mot relation, le mot émotion. Et c'est génial parce que l'entendre d'une personne qui a créé ce que tu as créé, ça le rend plus crédible qu'une autre personne qui dira ah, bon ok, non mais il ne sait pas de quoi il parle. C'est génial de se dire on peut faire du business et être dans l'amour, on peut faire du business et être dans la relation, faire du business et créer des liens en particulier avec quelqu'un, c'est… Ça ne veut pas dire que tout le business est comme ça et que les gens… bien sûr. Et que tout le monde se comporte comme ça, hein. Mais c'est-à-dire que c'est possible, c'est ça que je suis en train de dire. En tout cas, c'est à la fois possible et souhaitable. Et de toute façon, d'une certaine façon, je ne sais pas faire autrement. Tu vois, parce que je suis profondément en accord avec moi-même quand je fais ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de créer. C'est comme ça. J'imagine pas de faire autrement. Donc, c'est quoi l'anecdote que tu allais raconter par rapport à la télé? En fait, on venait de rentrer chez Apple. Donc, c'est 5 semaines après. On ouvre, les magasins Apple commencent à intégrer notre produit, etc. On est en quelle année là? Donc là, on est en 2015, on est fin 2015. Et là, j'ai un journaliste qui m'appelle et qui me dit ah tiens, j'aimerais bien vous voir. Est-ce que vous venez aux États-Unis? Eh ben non, je suis à New York. Ah ben c'est formidable. Est-ce qu'on peut se voir demain matin? Ah bah oui, très bien. Demain matin, je sais pas, 8h30 au NYSE, au New York Stock Exchange. On a nos bureaux là-bas. Ok. Et j'arrive là-bas, donc c'est très sécurisé, l'entrée. Voilà. Donc on passe des barrages, on filtre tout. Enfin. Et j'arrive sur le floor là, et donc c'est les images qu'on voit toujours du New York Stock Exchange. Et là, il y a quelqu'un qui me dit venez, on va au maquillage. Et 5 minutes après, enfin 10 minutes après, je suis avec 5 journalistes en direct sur CNBC. Voilà. Et là, tu te sens comment intérieurement? mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, sauf qu'il faut aller très vite. Mais il faut, au fond, t'es là pour donner, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas… Ils s'en foutent de Quentin Sagnier. Tu vois, ce qui l'intéresse, c'est cette boîte qui rentre chez Apple, qui a ce produit qui est un… Tu vois, donc c'est pas… donc il faut faire le job. Et il faut apporter beaucoup. Il faut que ça soit… qu'ils soient contents de m'avoir invité. Il faut que les gens qui regardent aient quelque chose d'intéressant. Et comment tu sais… Parce que je vois des gens qui pourraient se dire mais oulala, moi je suis passé à la télé. Comment je sais ce qui va apporter de la valeur Sois toi-même. Voilà, sois généreux et sois toi-même. Mais c'est des moments excitants parce que quand tu as fait ça et que tu sors de là, tu dis waouh. Ils m'ont pas invité moi parce que j'étais intéressant. Ils m'ont invité moi pour ce que De Vialet fait. De Vialet, c'est pas que moi, c'est aussi toutes les équipes, tous les gens qui développent la boîte. Donc, mais à un moment, tu te dis waouh, je l'ai fait, quoi. Et non pas pour
tu vois, la gloriole ou de Oui, mais ta vanité, ça peut... Pour toi. Mais voilà, pour toi, quoi. C'est des moments agréables, quoi. Le vol du retour, le 23 octobre 2015, pareil, quand on venait de rentrer chez Apple, après ce rendez-vous avec Angela, tu te sens fort, quoi. T'es heureux de ce que... Ce que tu viens de faire. Ouais, voilà, T'aurais imaginé un jour faire ça, petit? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que... Tu le sentais en toi. Ouais. J'avais besoin de ça, en fait. Tu vois, de faire des choses comme ça. Tu savais que ça serait le monde, ça serait à l'échelle mondiale? C'est ce que tu voulais? J'avais un besoin de me sentir héroïque d'une certaine façon. Non, je pense que, sans flagornerie, je pense que c'est important ce que tu fais, en fait. Je pense que... On peut se bâtir. On peut se bâtir et que... et en fait, c'est une volonté, si tu veux, qu'on doit avoir. Tu sais, tout peut s'arrêter dans 1 minute. Tu parles de la vie, hein? Ouais, tu parles de la vie, ouais. Et donc, tu gardes quoi de ta dernière minute, quoi? J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.